Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouNdev. Cette semaine, nous allons voir ensemble comment prendre une application Symfony et la dockeriser. Qu'est-ce que ça veut dire dockeriser une application? Ça veut dire que on va fabriquer une image Docker qui contiendra déjà votre code de votre application Symfony. Elle sera prête à fonctionner, il y aura déjà PHP, il y aura déjà Apache, il y aura déjà le Composer install qui aura été fait, il y aura déjà le npm install, le npm, bref. Vous allez fabriquer une image Docker prête à accueillir votre application, prête à fonctionner. Et finalement, vous pouvez lancer votre application avec une simple petite commande Docker, puisque votre image contient déjà tout ce qu'il faut. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir qu'on va voir plein de petites choses sympathiques. J'espère que vous allez apprendre des choses sur comment est-ce qu'on fabrique une image Docker et peut-être vous projeter sur d'autres façons de déployer vos applications, avec l'utilisation des images Docker. Mais vous le savez, on est sur YouTube, alors si le sujet vous intéresse, abonnez-vous, likez, commentez, bref, je ne vous fais pas la chanson. Vous connaissez les règles sur YouTube. Allez, on perd pas de temps, on se met en mode tuto tout de suite et je vous présente le projet Symfony, puisqu'il nous faut bien un projet Symfony qui va être le support de notre petite démonstration du jour. C'est une application que je m'amuse à développer essentiellement le week-end pour m'amuser, tout simplement. Donc une petite application qui s'appelle Cronify et qui permet de monitorer la bonne exécution de cron en proposant 3 endpoints. Et vous allez, quand vous exécutez une tâche en cron, aller toucher cette URL pour démarrer une tâche cron. Et si elle réussit, aller toucher une autre URL, ou si elle est en échec, aller toucher une troisième URL pour pouvoir suivre un petit peu comme ça vos différentes exécutions de cron. Alors, avant de dockeriser l'application, je vais vous montrer ce qu'on fait habituellement pour mettre en route une application. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai ici dans ce répertoire-là fait un git clone du projet. Regardez, si je fais un ls, hop, on a la liste du contenu du répertoire. On a les fichiers de base, on a tout ce qu'il faut. Mais habituellement, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on fait un composer install. Ok, donc je vais faire le composer install, ça va installer toutes les dépendances PHP du projet, etc., etc. Si vous devez déployer cette application comme je suis en train de le faire, c'est précisément les commandes que vous allez devoir exécuter. Vous allez faire un npm install --force pour télécharger les dépendances JavaScript. Donc là, on fait le npm install, jusque-là, tout va bien. Et puis, il faut builder les assets. Donc, on va faire un npm run build. Ça, c'est ce qu'on fait de manière très classique. Ensuite, cette application, elle est fournie, si on l'ouvre, on va l'ouvrir dans un éditeur de code. Hop. Je vais fermer le makefile ici, et donc on a un petit readme qui nous explique comment est-ce qu'elle fonctionne. Et donc si on veut démarrer l'application, vous voyez, ça nous dit qu'il faut faire un make install. Donc on va simplement faire ici un petit make install. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va démarrer Docker Compose, parce qu'il y a une petite base de données qui est lancée avec Docker, mais vous pourriez très bien avoir une base de données qui n'est pas avec Docker. Ça va lancer le serveur Symfony, parfait, puis là ça refait le npm install et le npm run build. Bon, c'est pas grave, j'aurais pu directement taper le make install. Moi-même, je ne me suis pas souvenu de ce qu'il fallait faire. Et là, il me dit quoi? Il me dit que la base de données app existe déjà. Pas de souci. Donc maintenant, si je vais sur cette URL-là, j'ai bien une application Symfony qui démarre. Et si je vais sur /admin, parce que l'application est en cours de construction, j'ai bien une page de connexion. D'ailleurs, j'en profite, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez vous connecter sur le dépôt GitHub, johanbernabeu/cronify, et s'il vous plaît, si ça vous plaît, venez mettre une petite étoile sur le projet, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas. D'ailleurs, dans le projet, vous allez retrouver ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, donc tous les fichiers nécessaires pour dockeriser l'application. Donc si vous voulez me donner un petit peu de force, venez mettre une petite étoile sur le projet, ça fait toujours plaisir. Bref, je suis là, donc il faut que je vais continuer de suivre la documentation. Il faut que je crée un premier utilisateur pour pouvoir me connecter à l'application. J'ai ici dans le README la petite commande à taper, Symfony console app create user, username et password. On va mettre le truc par défaut. Ça ira bien pour la démonstration. Hop, je vais nettoyer un petit peu mon shell. Je crée le user. Et qu'est-ce qu'il me dit?
Ah, j'ai pas passé les migrations. Alors on va faire ça. Symfony console, doctrine migration, hop, migration migrate. Voilà, et je crée mon utilisateur. Parfait. Donc là, on va pouvoir se connecter. Je vais vous montrer l'application rapidement, hein. Hop, on va faire username@mail.com et c'était password ici. C'était password, username@mail.com et password. J'ai dû me tromper dans le mot de passe. Password. Et voilà, on est bien connecté. Donc je vous présente l'application, elle est très simple. L'idée, c'est de déclarer une application. Donc on va créer une petite application ici, qu'on va appeler app de démo. Parfait. Du blablabla pour dire ce qu'elle fait. Et on fait create. Donc là, on a créé une petite application de démo. Et imaginons qu'on souhaite monitorer un job particulier. Je sais pas, moi, on va marquer envoi, on va marquer, je sais pas, newsletter. Voilà, hein, vous avez une application qui envoie des newsletters qui sont déclenchés avec un cron. Donc on crée le job newsletter, on sélectionne l'application app démo et on fait create. Et en fait automatiquement, ça va nous créer ici 3 endpoints, hein, ce que je vous disais ici. Ici pour démarrer eh bien, la déclaration du fait que le job démarre. Ici pour dire qu'il est qu'il s'arrête et qu'il réussit. Et ici pour dire qu'il a échoué. Et vous avez ici un exemple de ce que vous pouvez mettre dans la cron tab. Donc ici, vous allez voir, avant d'exécuter notre tâche, vraiment, ici, hop, on lance le start. Ensuite, bon là, j'ai mis un petit timer de 5 secondes. On tape la commande. Si elle réussit, alors on lui dit stop, grâce à cette petite commande EE. Donc ça, le EE ne s'exécute que si la commande d'avant est en succès. Et sinon, on lui dit, si c'est en échec, avec le pipe, on lui dit, tu vas toucher l'URL fail. Donc regardez ce qu'on va faire. On va simuler le fait de démarrer un cron. Donc je vais copier cette petite URL. Paf, je démarre le truc. Si je retourne ici, vous allez voir que dans le dashboard, j'ai une tâche en cours et qui est en running. D'ailleurs, si je vais dans cron ici, vous allez voir que j'ai le job newsletter de l'app de démo qui a démarré aujourd'hui, qui n'a pas de date de fin et qui est en statut running. Parfait. Et si je veux mettre fin à cette tâche, eh bien, il me suffit d'aller toucher cette URL. Donc là, je vais le faire à la main, mais il faut imaginer que logiquement, vous l'avez mis dans votre cron tab. Donc là, je mets stop. Et donc, hop, je me trompe à chaque fois, hein. Et si je retourne sur cron ici, eh bien, on voit qu'elle est bien success. Il n'y a pas de problème. Vous l'avez compris, hein, on peut aussi aller toucher l'adresse failure. On va le mettre ici. Hop, failure. Comme ça, hop. Et là, si je reviens ici, eh ben, il va me dire que c'est en échec. Bon, voilà, c'est un petit outil juste pour m'amuser, hein. Ça n'a rien d'extraordinaire. Il y a déjà des services en ligne qui vous le proposent, mais c'était juste pour vous montrer l'application qu'on va dockeriser. Donc là, toutes les petites manips que j'ai fait, composer install, etc., etc., comment j'ai créé le premier utilisateur, comment j'ai... Tout ça, on va l'automatiser et l'encapsuler dans une image Docker, de telle sorte que, eh bien, on n'ait plus besoin de faire tout ça. Quelqu'un qui voudrait tester votre application, eh bien, n'aurait plus qu'à récupérer l'image déjà avec tout ce qu'il faut à l'intérieur sans avoir à faire tout ça. Comment est-ce que nous allons faire ça ? Vous allez voir que ça va être très simple. Alors, ce que je vais faire, pour ne pas s'emmêler les pinceaux ici, je vais déjà éteindre ce qu'on vient de lancer pour ne pas se tromper. Donc, je vais faire un Docker Compose stop et puis je vais faire un Symfony serveur stop aussi pour tuer le serveur Symfony. On va aller dans le répertoire de notre projet et on va venir se créer un petit sous-répertoire que l'on va appeler Docker, dans lequel nous allons mettre tout ce qui est relatif à la configuration Docker que l'on va utiliser. Et le premier fichier que l'on va vouloir créer, c'est un fichier qu'on va appeler un Dockerfile. Le fichier Dockerfile, c'est ce qui permet de fabriquer une image Docker. Comme on ne va pas partir complètement de zéro, on va partir d'une image et on va rajouter des choses à une image. L'image que l'on va utiliser, on va la trouver sur le hub Docker, hubdocker.com, et on va aller chercher une image officielle PHP. Donc on va sur le dépôt officiel PHP ici, et si on va dans Tags ici, on a toutes les versions qui existent actuellement, il y en a beaucoup. Nous, on va chercher la 8.1-Apache. Donc il y en a plusieurs, nous, celle qui nous intéresse, c'est celle-ci.
Pourquoi celle-ci? Parce que déjà, moi, j'aime bien cette image-là parce que je la connais, tout simplement. Parce qu'il y a Apache et je suis plus à l'aise avec Apache qu'avec d'autres serveurs, mais libre à vous hein, de te transposer avec les technologies qui vous intéressent. Et parce que c'est du PHP 8.1 et on ne va pas se priver de ne pas utiliser PHP 8.1. Hein, franchement, on aurait tort de s'en priver. On a ici le détail de ce qui constitue l'image. Donc c'est toujours important quand on utilise une image Docker de consulter le contenu de l'image. Alors là en l'occurrence on a affaire à une image officielle, donc c'est déjà un peu rassurant entre guillemets qu'une image qui sortirait de quelqu'un dont on ne connaît pas la fiabilité. Mais vous avez ici tout ce qui est exécuté, hein. Et puis je pense que si on va ici dans librairie PHP, vous avez le lien quelque part, alors je ne sais plus où exactement, hein. Faites voir 8.1 Apache. Ici, je pense qu'on peut avoir accès directement au fichier Dockerfile originel. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on peut l'avoir, mais bon, vous avez compris l'idée, on peut vérifier les sources, il n'y a pas de problème. Donc, nous, on va se baser sur cette image-là et on va rajouter des choses. Donc, ici, on va utiliser la commande from, tout simplement. Et ensuite, on lui dit from PHP, parfait. Et on lui dit 2 points et la version qui nous intéresse, 8.1-Apache. Tout simplement. Et en faisant ça, en faisant cette commande-là, eh bien déjà, on peut essayer de builder l'image. On va essayer de toute façon. Regardez ce qu'on va faire. On va se déplacer dans le répertoire Docker ici et on va taper la commande Docker build et on va dire point, c'est-à-dire ici est l'endroit où je me trouve. Et vous allez voir que n'y a pas de problème. Ça a bien buildé une image et elle a cette ID là. Donc ça a été très rapide parce que j'avais déjà cette image sur mon poste. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que ça utilise un système de couches. Et donc comme j'avais déjà l'image, il n'a pas besoin de la retélécharger ni quoi que ce soit. Et donc là, il vient de fabriquer une image qui est l'exacte copie de PHP 8.1 Apache, mais n'empêche qu'on vient de builder déjà notre première image. Deuxième étape, on va avoir besoin, vu qu'on a une application Symfony, d'utiliser une interaction avec la base de données. Dans le projet, ce projet-là, il fonctionne avec une base de données PostgreSQL. Donc, il va falloir qu'on installe le fameux PDO PGSQL et les éventuelles librairies nécessaires pour faire fonctionner ces extensions PHP. Le projet nécessite aussi l'utilisation de INTL. Donc, on se doit d'installer ces extensions-là. Alors, on pourrait taper des commandes, on pourrait être tenté de faire PHP ext Docker, par exemple, hein, pour avoir la liste des extensions Docker. Mais moi, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est ce petit dépôt GitHub qui est absolument génial et qui est exactement ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on veut installer des extensions PHP en utilisant des images officielles PHP. Et là, c'est génial parce que vous allez voir que c'est très simple. Il nous donne ici complètement le code à copier-coller. Et ici, il ne nous reste plus qu'à mettre les extensions qui nous intéressent. Donc, on va récupérer les deux lignes ici, parce que nous, on ne va pas partir de PHP 7.2. Et on va inclure ça dans notre code. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, on va changer ici. Nous, on a dit qu'on voulait PDO PGSQL, PGSQL, parfait. Et on a dit qu'on voulait INTL. INTL, voilà. Donc, c'est les deux extensions qui nous intéressent. Qu'est-ce qu'on a copié-collé? Ici, on lui dit, écoute, tu vas me télécharger un fichier qui se trouve sur ce dépôt et tu vas venir me le stocker ici dans USR local bin. C'est un petit exécutable. En l'occurrence, je pense qu'il est codé en PHP. Hein, oui, c'est ça, je pense. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça doit être ça. Il va le chercher où? Dans les releases. Donc, en tout cas, c'est une extension, enfin, un fichier exécutable qu'on vient mettre dans USR local bin afin de pouvoir l'appeler. Donc, installe PHP extension. Ensuite, on fait quoi? Eh bien, précisément ici, on le rend exécutable. Et enfin, on l'utilise, donc le install PHP extension, on lui dit, écoute, installe-moi PDO PGSQL et installe-moi INTL. Allez, allons tester que ce petit ajout fonctionne. On relance la même commande, docker build. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, la première étape, pas de problème, ça marche très bien. La deuxième étape, ça va télécharger la petite application. La troisième étape, ça exécute, le code qui rend ceci exécutable et ça installe PDO PGSQL et INTL. Alors forcément, dans notre cas, hein, ça va vite parce que j'ai déjà exécuté les choses
pour préparer la vidéo. De votre côté, ça sera forcément un peu plus lent parce que cette couche-là n'aura jamais été existante. Vous voyez, dans mon cas, il dit using cache. Mais dans votre cas, comme vous ne l'avez jamais exécuté auparavant, il va recommencer, il va tout installer. Ça prendra peut-être plusieurs secondes, voire minutes. C'est normal. Donc là, on avance. Donc on a déjà un PHP 8.1 et un Apache. On a les extensions PHP qui nous intéressent. De quoi avons-nous besoin? Eh bien, nous avons besoin d'installer Composer, tout simplement. Donc là, je vais vous passer la recherche sur Google. Je vais vous donner la petite commande que moi j'utilise à chaque fois que j'ai besoin d'installer Composer. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, écoute, curl, tu vas me chercher getcomposer.org/installer. Ensuite, tu pipe et tu utilises PHP, tu désactives TLS. Et ensuite, tu fais quoi? Tu déplaces ce que tu viens de télécharger, donc composer.phar, que tu as téléchargé ici. Et tu me le déplaces dans USR local bin composer, de telle façon qu'on ait accès dans la ligne de commande à Composer et qu'on puisse faire le Composer install ou des choses de ce genre. Ok. De quoi avons-nous besoin encore? Nous avons besoin de Node.js et NPM pour pouvoir faire le NPM install et le NPM run build. Donc là, vous l'avez compris, on va faire un petit run pour lui dire, écoute, je vais exécuter quelque chose. apt update, c'est toujours une bonne pratique de faire un apt update avant de faire l'apt install. Et ensuite, on va lui dire, alors attendez, je vais désactiver ici Copilot. Hop, voilà, comme ça, on n'aura pas les suggestions. Donc le apt update, et ensuite on va faire le apt install, parce qu'on veut installer. On va lui dire, écoute, tu me le fais de manière, tu réponds oui, tu me le fais de manière silencieuse, tu m'embêtes pas avec ça. Et tu m'installes Node.js et tu m'installes NPM. Parfait. Eh bien écoutez, testons que notre build fonctionne à cette étape. On va faire vraiment couche par couche et vous allez voir que ça va être extrêmement logique. Je lance ça et vous voyez, encore une fois, il exécute la première étape. Il se base sur l'image 8.1 Apache. La deuxième étape, il va télécharger la petite application pour installer les extensions. La troisième étape, où il rend ça exécutable, il installe les extensions. La quatrième étape, où il va télécharger Composer. Et la cinquième étape, où il installe Node.js et NPM. Parfait, on avance petit à petit. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de copier à l'intérieur de cette image qu'on est en train de fabriquer le contenu de toute notre application, c'est-à-dire de tout ce répertoire. Donc là, on va user d'un petit stratagème, parce qu'on pourrait tenter de remonter le répertoire supérieur, mais ça ne va pas fonctionner comme ça. Donc on va lui dire, tu vas copier le répertoire courant et tu vas le copier dans var 3w. Et donc, pour que le répertoire courant corresponde bien à notre application, nous allons remonter d'un cran ici. Et là, nous allons faire le Docker build, pas de problème ici. Voilà. Sauf que nous allons rajouter une option particulière. On va lui dire, alors ça, on n'en a pas besoin. On va lui dire, ok, tu fais un Docker build du répertoire, enfin, en te basant sur le répertoire courant. Mais le Dockerfile, je te donne son chemin particulier. Il y se trouve à cet endroit. Donc là, ça ne change rien, mais on peut lancer la commande tout de suite. Là, vous allez voir que c'est un peu plus long. Et là, vous voyez que ça y est, il est en train de copier au sein de notre image le contenu de notre application. Tout le répertoire. Et ça, c'est intéressant. Alors, essayons de rentrer dans notre conteneur. On ne l'a pas fait encore. Donc, on va rentrer dedans. On va faire un docker run. On va faire un -it. On colle le petit numéro de build qui est ici. Et on va lui dire, hop, pardon, il a fait n'importe quoi. Hop, ici. Hop. Et on lui dit, tu m'ouvres ça dans Bash. Donc là, je viens de basculer. Je ne suis plus sur ma machine, je suis à l'intérieur du conteneur. Et là, vous voyez, si je fais ls, eh bien, il me met dans var www.html. Bon, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Si je remonte d'un répertoire, qu'est-ce que je vais trouver? Je retrouve mon projet. J'ai tous les répertoires de mon projet, tout va bien. Si je regarde la version de PHP, vous le savez, je suis en PHP 8.1.4, tout va bien. Si je regarde, si j'ai Composer, hop, Composer, je crois que c'est -V, voilà, j'ai la version 2.2.2. Ok. Si je fais npm-v,
j'ai la version 7.5.2. Parfait. Et si je fais node-v, j'ai la version 12.22.5. Donc, ok, tous les éléments sont bien installés. J'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, on a encore des petites choses à faire parce que là, ça ne va pas suffire. Parce que vous l'avez peut-être vu, ceux qui ont été attentifs, quand je me connecte à l'intérieur, il me positionne dans var www.html. Parce que ce conteneur, il est prévu pour exposer publiquement le répertoire HTML. Nous, ce n'est pas exactement la configuration qui nous intéresse. Et d'ailleurs, on va aller voir la configuration de Apache par défaut dans ce conteneur. Vous allez voir. On va se positionner dans le répertoire etc, Apache 2, site up available. Et ici, si on regarde ici, il y a un fichier qui s'appelle 3x0 default.conf. Essayons de regarder ce contenu. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce fichier-là? Ça, c'est le fichier de configuration d'Apache. Et vous voyez, ce fichier-là explique à Apache que le répertoire qu'il doit servir publiquement, c'est var www.html. Or, vous le savez probablement, hein, si vous utilisez des applications Symfony, nous, ça va être var et ça va être www/public. Nous, c'est pas HTML qu'on veut rendre public. Donc, il va falloir qu'on explique, lorsqu'on fabrique notre conteneur, eh bien que ce fichier-là, le fichier 00default.conf, on va devoir le modifier avec notre propre fichier de configuration. Comment allons-nous faire? Alors, regardez ça, vous allez voir, ça va être très simple. On va ici, dans notre répertoire Docker, rajouter un fichier de configuration d'Apache. Alors là, je vais en copier un pour aller un peu plus vite. Ici, le apache.conf, je l'ai appelé comme ça, mais vous pouvez appeler Toto comme vous voulez, hein. Il contient ici la configuration de base pour un projet Symfony. En gros, on lui dit, voilà, le répertoire qu'on veut que tu exposes, c'est var www public. Et le fichier, c'est le index.php, hein, le fameux index.php qui est fourni directement dans votre répertoire public de PHP. Donc ça, c'est ni plus ni moins hein, que le fichier de conf qui est conseillé sur le site officiel de Symfony. Vous pouvez aller le voir, alors il y a des versions plus complètes hein, en fonction des cas d'usage, mais grosso modo, c'est ce type de fichier que vous devez utiliser. Comment est-ce que nous allons copier ce fichier à l'intérieur de notre projet, de notre image, de notre conteneur Docker qu'on est en train de construire? Vous l'avez compris, on va faire un copy. Un copy de quoi? De /docker, ok? Et ensuite du fichier qui s'appelle apache.conf. Et on veut le copier où? Eh bien, dans le répertoire qu'on a vu juste avant, rappelez-vous, hein, dans /etc, /apache2, /site available, je vais le copier-coller pour ne pas faire de faute de frappe ici, site available, et puis on va aller écraser le fichier de base. On ne va pas s'embêter avec ça, ok? Allez, essayons de voir ici, si je lance un build, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il refait tout ce qu'il a à faire. Il recopie, parce que comme on vient de modifier des fichiers dans notre répertoire de notre projet, ça prend cette étape-là. À partir de là, elle sera répétée à chaque fois et c'est tout à fait logique. Et là, eh bien, on voit bien qu'effectivement, il a bien copié ça dans le chemin. Donc, on va aller se connecter encore à nouveau dans notre conteneur. Je vous ai dit, on va avancer étape par étape. Donc, on va se connecter, hop, ici, sur le nouveau conteneur qui a cet ID-là. OK, parfait. Et si on se positionne et si on affiche en fait finalement ce fichier-là, on devrait retrouver eh bien, celui qui correspond à une configuration Symfony. Et effectivement, c'est bien ce qu'on voit à l'écran. Vous voyez qu'ici, on a le contenu du fichier et on va bien vers var 3w public et sur le fichier index.php. Parfait. Allez, on quitte ce conteneur. Parfait. Et on continue. Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour que notre projet fonctionne d'une certaine façon? Eh bien, on a besoin d'exécuter les commandes qui nous permettent de faire le composer install, de faire le npm install-force, de faire le npm run build, etc., etc. Eh bien là, vous allez voir que ça va être très simple. On va faire un run, on va se positionner dans le répertoire var 3w pour être certain d'être au bon endroit. Et on va ensuite exécuter les autres commandes. Donc on peut faire la petite astuce pour faire sur plusieurs lignes. On fait le double et commercial et le anti-slash. Et on peut comme ça aller à la ligne pour taper une suite de commandes. Donc là on va faire le composer install, hein, vous l'avez compris. Parfait. Donc là on fait le petit et anti-slash. Et comme ça on peut chaîner sur plusieurs lignes. Donc on va faire le npm install-force.
le petit et hop, anti-slash, et on va à la ligne, et le npm run build. Et logiquement, là, hop, si je ne me suis pas fait de faute d'orthographe ou de faute de frappe, tout devrait bien se passer. Allez, ben écoutez, essayons. Hein, je vous ai dit qu'on allait avancer étape par étape. Vous allez voir qu'on va vraiment tout faire ensemble. Et à la fin, ça devrait être très clair pour vous. Allez, on lance notre build. Là, ben, comme je vous l'ai dit, à partir de l'étape 6, hein, il y a plus de, on ne peut plus faire appel au cache, puisqu'à chaque fois, il va copier le contenu, mais c'est pas grave. Donc là, il est en train d'injecter, entre guillemets, ceci à l'intérieur de notre image. Alors là, c'est en rouge, mais c'est juste un problème d'affichage. Vous voyez qu'il est en train de faire quoi? Il est en train de faire le composer install. Il fait le npm install. Il fait le build. Hein. Vous voyez que là, on a le build, les informations qui nous sont fournies par Webpack. Et là, c'est bon. Il a fini de fabriquer les assets et il a fini de fabriquer notre conteneur. Allez, essayons de, à nouveau, hein, de nous connecter à l'intérieur de notre conteneur. Hop. Et si on va ici, vous allez voir qu'il y a tout ce qu'il faut, à savoir le répertoire vendor. Donc ça veut dire que le composer install a bien fonctionné et il y a bien le node module ici. Ça veut dire que ça a bien téléchargé les dépendances JavaScript. Si on va dans le répertoire public, vous allez voir qu'il y a bien le répertoire build ici, ce qui veut donc bien dire que npm run build, la commande npm run build a bien abouti et a bien copié. Hein. Si on va dedans, vous allez voir que, hop, ici, vous allez voir qu'il y a effectivement les fichiers JS et les CSS et compagnie qui ont été générés par notre application avec Webpack. Donc, on est nickel, nickel, nickel chrome. Allez, on sort de là. Qu'est-ce qu'il nous faut? Vous avez vu, à chaque fois qu'on se connecte, hop, je vais me reconnecter ici, on tombe dans le répertoire var whtml. C'est un petit peu embêtant parce que nous, on aimerait être directement dans www. Alors, on va essayer de régler ça et vous allez voir que ça va être très très simple. On va ici et on va lui rajouter une petite commande pour lui dire ton répertoire de travail, ton workdir. Eh bien, ton workdir, hop, on va y arriver, ça va être var/3w. Tout simplement. Et regardez, hein, si là je relance mon build ici, c'est parti, on lance le build. Il va faire ce qu'il a à faire. Hop, il copie le fichier, enfin le projet dans 3W. Il va faire la copie de la configuration d'Apache. Il va faire son composer install, le npm install, le npm run build. Vous voyez qu'on est parti. Et ensuite, il va positionner lorsque le répertoire par défaut dans lequel on doit se trouver lorsque le conteneur démarre, il va le positionner sur var3w. Donc là, si j'essaye de me connecter sur cette nouvelle version, ici, hop, on change et on met le dernier ID. Si je me connecte dedans, vous allez voir que effectivement, vous avez vu, hein, je vais nettoyer ici. Si je fais pwd, il me dit qu'effectivement, je suis bien positionné dans /var/3w, donc je suis au bon endroit. Maintenant, comment est-ce que je consulte mon conteneur? Comment est-ce que je peux le consulter depuis l'extérieur? Eh bien, il faut que j'explique à ce conteneur quel port il doit exposer vers l'extérieur. Et pour ça, on va utiliser le petit expose ici, qui nous permet de lui dire, écoute, je veux que tu exposes le port 80. Et nous, après, charge à nous, vous allez voir, lorsqu'on va l'utiliser, de le mapper sur un autre port, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc, allez, lançons ce build-là, hop, avec le port exposé 80, et ensuite, essayons un petit peu d'utiliser cette fameuse image pour l'utiliser réellement dans notre application. Vous allez voir, ça va être très simple. Donc là, il fait son petit build, hein, il fait tout ce qu'il a à faire. Donc ça, bon, à chaque fois, hein, on est obligé d'attendre. Ça, c'est pas un truc qu'on peut mettre en cache parce que c'est à chaque fois qu'on modifie notre Dockerfile, ça modifie ce qui doit être copié. Parfait. Donc, essayons d'utiliser ça de manière plus concrète. Comment est-ce que l'on ferait dans un cas réel? Dans un cas réel, on créerait un fichier qu'on appellerait donc un docker compose, hop, compose.yml. Parfait. D'ailleurs, je vais zoomer un peu depuis le début, j'ai pas zoomé. C'est dommage, j'espère que vous y voyez bien. Et dans ce fichier Docker Compose, on a une première chose à mettre en place qui n'est pas dans notre image Docker, c'est une base de données.
Donc là, hein, je mets simplement en place une base de données PostgreSQL. On pourrait lui passer des variables, mais par défaut, ça sera PostgreSQL 13. Par défaut, la base de données s'appellera app. Par défaut, le mot de passe, ça sera change me. Et par défaut, le PostgreUser, ça sera Symfony. Et puis ensuite, il y a le volume avec l'endroit où PostgreSQL stocke ses données. Donc là, pas de problème. Et c'est là qu'on veut mettre notre application. Donc on va créer un service qui s'appelle app et on va lui dire image est égal à quoi? Eh bien, regardez, on va aller utiliser l'ID qui est ici. Parce que pour le moment, notre image n'est hébergée nulle part, elle est que sur notre machine, donc elle a cet ID-là. Et on va lui dire, bien écoute, le port qui m'intéresse, je vais prendre le port par exemple 8081 et le port 80 à l'intérieur du conteneur. Donc de cette manière-là, quand je vais démarrer ce Docker Compose, eh bien il va démarrer la base de données, pas de problème. Il va démarrer notre image avec notre application à l'intérieur et il va nous exposer le port 80 sur le port 8080 à l'extérieur du conteneur. Donc comment est-ce qu'on démarre ça? Bien, ici, hop, je vais nettoyer un petit peu. On va se mettre dans le répertoire Docker. Regardez ici, il y a le docker compose.yaml. Donc on va faire un docker compose up -d. Et là, si on démarre ça, alors il me dit quoi? Tac, tac, tac. Ah, je n'ai pas déclaré le volume. Vous voyez ici, j'utilise un volume dbdata. Donc si je ne le déclare pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc on va déclarer ici dbdata. Parfait. Et on peut hop, redémarrer notre petit conteneur. Parfait. Et donc là, vous voyez qu'il a bien démarré tout ça. Donc eh bien, vérifions. Si je vais sur le 127.00.1, sur le port 8080, ah, regardez, j'ai bien une application Symfony. Et si je vais sur /admin, qu'est-ce que j'ai? Ah ben j'ai bien mon application Chronify qui est là. Par contre, comment est-ce que je me connecte? Comment est-ce que je mets un compte utilisateur? Bon, ça veut dire qu'il va falloir que je me connecte dans le conteneur pour pouvoir exécuter les commandes pour créer les utilisateurs. Donc, c'est pas super, surtout si on est dans un contexte où on veut, par exemple, faire découvrir l'application. Parce que là, en gros, il faudrait dire à la personne, donc, alors, ok, maintenant, l'application, elle est là, la base de données, elle est bonne, mais pour créer le premier user, il faudrait que tu rentres dans le conteneur. Alors, ça peut être très simple, hein. Si vous avez ici l'habitude, hop, est-ce que je vais retrouver le projet là-bas dedans? Tellement de conteneurs qui tournent sur cette machine. Ici, Docker. Si vous avez l'extension, il vous suffirait de faire attache shell ici pour démarrer le conteneur. Et puis là, on pourrait faire le PHP bin console et on taperait la commande, hop, la commande pour créer un utilisateur. Mais nous, on ne veut pas faire ça. On veut que ça soit automatisé lors du démarrage du conteneur. Et vous allez voir comment on peut faire ça. Ça va être très simple, en fait, au final. Donc ici, on va stopper, hop, nos conteneurs. Parfait, on va les redémarrer un peu plus tard. Et on revient finalement ici dans notre Dockerfile et on va rajouter un petit quelque chose. On va rajouter un petit script qui va devoir s'exécuter à chaque fois que notre conteneur démarre. Et alors là, c'est dans un cas où on voudrait exécuter des commandes particulières. Vous n'êtes pas dans un cas réel, pas obligé à chaque fois de créer un utilisateur. Là, c'est si vous souhaitez rendre facilement testable votre application. Donc, on va ici, dans le répertoire Docker, se créer un nouveau fichier qu'on va appeler docker.sh. Et ici, on va lui dire bien les commandes à exécuter. La première commande que j'aimerais bien exécuter, moi, c'est php bin, hop, bin console et faire un doctrine migration migrate avec le no interaction et le env prendre, non, on ne veut pas. Donc ça, c'est juste pour m'assurer que lorsque le conteneur démarre, que je joue eh bien, les migrations. Comme ça, si jamais j'ai une nouvelle version de l'image Docker, qu'il y a des nouvelles migrations à l'intérieur, ça va mettre à jour ma base de données qui, elle, ne se trouve pas dans l'image Docker. Hein. La base de données, elle est bien à l'extérieur de l'image Docker et c'est tout à fait normal. La deuxième commande que je veux taper, c'est la fameuse commande où je veux exécuter la création de mon utilisateur. Donc je fais un PHP console. Et ensuite, eh bien, ni plus ni moins, hein, je vais copier-coller ici, hop, la commande pour créer un user. Donc ici, je vais la coller, je vais juste changer le user, hop, on va mettre demo@demo.com. Voilà, pour vraiment qu'on comprenne bien que ça soit un utilisateur démo et demo.com. Alors, si je fais juste ça comme ça,
il va y avoir un problème. Vous allez voir, en fait, on va le laisser comme ça et vous allez comprendre. Donc, il faut relancer le build, hein, vous l'avez compris. Donc, je vais revenir en arrière. Hop, on va lancer notre build ici. C'est parti. Il est en train de faire ça. Ce que je vais faire, c'est que dans un autre onglet, je vais faire comme ça. Je vais lancer, hop, et on va se faire un Dockerize Symfony. Comme ça, je vais pouvoir faire ici le Docker Compose. Hop, -D. C'est juste pour que ça soit plus facile. Allez, on attend que ça build tranquillement. Ça va faire ce que ça a à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer le petit ID hein, de la version de notre conteneur au moment où on en est là dans cette vidéo. Voilà, c'est bon. On récupère ce petit ID là. Hop, on va mettre à jour notre Docker Compose. Hop, on le met à jour ici. On enregistre. Et on va redémarrer du coup notre Docker Compose ici. Et c'est parti. Donc là, vous allez voir que il a exécuté un certain nombre de choses. Mais regardez ce qui se passe. Si je réactualise ici, le Dockerize Symfony, je l'ai pas, c'est pas le bon Docker Compose que j'ai lancé les amis. Pardon, excusez-moi, c'est ici dans Docker. Je vais lancer le pas Docker Compose, stop, up-d. Donc là, il a bien démarré la base de données et la Docker app. Mais regardez, si je viens ici rafraîchir, hop, vous voyez que, ouais, ok, il n'y a pas de souci. Il a bien fait ce qu'il y avait à faire. Est-ce que, alors parce que des fois, il peut se killer comme ça. Est-ce qu'il a réussi? Tac, tac, tac. Ouais, ça c'est bon. Non, écoutez, j'ai l'impression qu'il s'est bien exécuté et il s'est bien lancé en tâche de fond. Donc, il ne s'est pas éteint. Parce que ce que je rajoute généralement ici, et on va le faire par sécurité entre guillemets, c'est de rajouter cette petite commande à exécuter ici pour lui dire, écoute, tu continues d'exécuter Apache en tâche de fond. Et de cette manière, ce qui peut se passer des fois, c'est que si ces commandes-là s'exécutent, ça peut faire tuer le conteneur. Donc, moi, j'ai cette habitude-là. Peut-être que c'est une mauvaise pratique, mais j'exécute ça comme ça. De cette manière, je suis certain que mon conteneur ne s'arrête pas après avoir exécuté les commandes. Donc, on va rebuilder une nouvelle fois. Vous allez voir qu'il va faire ce qu'il a à faire. Et une fois que ça sera fait, on va mettre à jour le Docker Compose et on va voir si ça nous a bien créé le démo. Et si on peut en fait finalement juste donner aux gens, eh bien écoute, utilise ça et tu pourras tester mon application. C'est quand même ça le but du jeu, c'est d'avoir un déploiement hyper facilité. Il n'y a plus de composer install à faire, il n'y a plus de npm quoi que ce soit. Tout est fait pour être facile d'utilisation. Allez. On récupère ce petit ID ici. On en aura fait des copier-coller ce soir. Ça n'aura pas rigolé. Hop, on le colle ici. Parfait. Et on va pouvoir redémarrer notre Docker Compose up-d. Donc là, quand je fais Docker Compose up-d, il a compris que le conteneur de l'application a changé. Donc il le recrée. Maintenant, je suis ici. Est-ce que si je me connecte avec demo@demo.com et le mot de passe password, est-ce que je peux bien me connecter? Est-ce que j'ai mis password? C'est password que j'ai mis ou pas? Ici, demo@demo.com, password. Ok. Est-ce que j'ai loupé une étape? Attendez, on va faire F5, demo@demo.com, password. Et je suis bien connecté. Par contre, ah si, je sais pourquoi. Regardez pourquoi. Parce que et là, c'est normal, c'est très bien d'ailleurs qu'on ait l'erreur. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici, il me dit « Je n'arrive pas à me connecter sur le serveur de base de données 127.0.0.1 sur le port, etc. etc. » Et c'est normal. Parce que notre conteneur ici, on ne lui a pas expliqué quel était le serveur de base de données. Et lui, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Lui, bêtement, entre guillemets, il lit son fichier .env et son fichier .env lui dit ta base de données, c'est ici. Donc nous, il faut qu'on passe la bonne information à notre conteneur pour lui dire attention, je vais te donner ta variable d'environnement pour que tu puisses utiliser database URL et faire référence à cette image qui est ici. Et donc là, vous allez voir, je vais copier-coller la commande encore une fois, mais vous retrouverez tout sur le dépôt GitHub de toute façon. Donc on crée on va décrire les variables d'environnement. Là, on lui met database URL et on lui met le chemin de connexion. Donc là, on réutilise finalement les mêmes variables que plus haut, parce qu'il faut que ça coïncide avec ce qu'il y a ici. Donc l'utilisateur Symfony, le mot de passe change me, la base de données, on utilise le nom du conteneur database.
celui qui est ici, parce qu'à l'intérieur de ce Docker Compose, eh bien, depuis app, je peux appeler l'autre avec ce nom-là. Il y a une espèce de petite résolution DNS qui s'opère. Et ensuite, le nom de l'application app. Donc regardez, ici, on va peut-être redémarrer le conteneur d'ailleurs, pour qu'il se connecte bien comme il faut. Voilà, c'est parti. D'ailleurs, je pense que cette fois-ci, si on va dans les logs ici, si je rafraîchis, hop, et que je fais affiche-moi les logs ici, on doit voir logiquement, non, on ne voit pas la création des comptes. Bon, c'est pas grave. Et ici, si je fais F5, alors est-ce qu'on a quelque chose ici? Il faut que je me reconnecte, bien sûr. Password. Alors, il n'a pas exécuté la création, il n'a pas exécuté la migration. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas exécuté la migration alors que ici, on lui a bien dit le script? Ah ben regardez pourquoi. Non mais attendez, moi je ne vous fais pas les choses jusqu'au bout. On a fait le script ici, mais on ne l'a pas inclus dans notre image Docker. Comment voulez-vous que ça marche? Donc, non mais attendez, n'importe quoi. Donc il faut qu'on explique à notre image Docker d'exécuter ces 3 commandes-là lors du démarrage, lorsque l'on démarre le conteneur. Donc pour ça, on va utiliser la notion de entry point. Et donc on lui dit, écoute, tu vas exécuter avec bash le script qui se trouve dans Docker, docker.sh. Le script, eh bien, vous l'avez vu, c'est celui-ci. Et justement, c'est précisément pour ça qu'on met ça, parce que sinon, il s'arrêterait, le conteneur s'éteindrait juste après avoir exécuté ces 2 commandes. Donc là, on est bon, on va pouvoir y arriver, on va fabriquer une autre fois encore notre image Docker. C'est parti. Il copie les sources de notre application au sein de notre conteneur, le nouveau qu'on est en train de construire. On aura fait des conteneurs ce soir. Logiquement, là, c'est bon, vous devez bien comprendre les commandes qu'il faut taper. Il n'y en a pas beaucoup, mais on les s'en sert très souvent pendant la construction d'une image. Donc là, on va le laisser faire son petit cheminement tranquillou. Ok, hop, je vais retourner sur la ligne de commande. Et il a fini, parfait. Donc on va copier à nouveau l'ID qui est ici. Hop, et on va venir le mettre dans notre Docker Compose. Ici, hop, on le colle. Et on peut à nouveau, cette fois-ci, c'est bon, faire le Docker Compose up-d. Donc là, vous voyez qu'il recrée le conteneur. Parfait. Si on vient ici, l'ID du conteneur a bien changé. Si on va dans les logs, on va voir ici, parfait, vous voyez qu'il a bien joué les migrations. Ça, c'est super. On voit qu'il a bien créé le username démo. Donc là, logiquement, cette fois-ci, enfin, si on rafraîchit la page ici, on peut faire demo@demo.com et le mot de passe, c'était password et on peut se connecter dans notre application. Et voilà, on a dockerisé notre application. C'est quand même incroyable. Vous avez vu, il nous a fallu quoi? Allez, 40 minutes et nous avons dockerisé notre application. Alors on peut fignoler encore un petit peu les choses, on peut essayer de lui donner un nom un peu plus stable que cet ID qui change en permanence ici, qui peut un petit peu nous embêter. Alors pour faire ça, vous allez voir, c'est très simple, c'est au moment où vous faites le build ici, vous pouvez rajouter un "-t" et lui donner un nom. Donc là, on ne va pas prendre celui-ci parce que c'est le vrai nom que j'ai utilisé pour la mettre à disposition. Donc on va l'appeler Demo Chronify, ici comme ça, et on va le lancer comme ça. Donc là, vous allez voir, c'est reparti, il fait ce qu'il a à faire, c'est parfait, il build. Et vous allez voir qu'on va pouvoir maintenant se passer de cet ID et pouvoir utiliser le Demo Chronify directement dans notre fichier Docker Compose. Donc là, c'est parti. On le laisse faire un petit peu sa compilation habituelle. Ça prend un certain temps. Ça y est, on y est habitué. Le Webpack. Voilà, ça avance tout doucement, tranquillement. Allez, c'est bon, c'est fini. Et là, il nous dit quoi? Il nous dit c'est bon, c'est disponible sur demo-chronify latest. Donc on copie ça. Vous allez voir que maintenant, ça va être beaucoup plus sympa ici. Au lieu d'utiliser site ID, hop, on peut utiliser un nom quand même, avouez-le, beaucoup plus sympathique. Et donc là, eh bien, si on veut tester ça, je vais hop, faire un Docker Compose up-d. Si je retourne dans mon petit Visual Studio Code, vous voyez qu'ici, on voit bien que le Demo Chronify latest est bien démarré. Et d'ailleurs, allons voir les logs. Vous allez voir que dans les logs, il y a quelque chose d'intéressant ici. C'est qu'on voit qu'il n'a pas exécuté de migration.
parce qu'il nous dit qu'on était déjà dans les dernières versions, ce qui est vrai. Et il y a un fail d'ici sur la création de l'utilisateur, parce qu'en fait, le user démo existe déjà, mais en fait, on s'en fiche. Nous, c'est juste pour fabriquer une image Docker de démonstration. Et donc ici, si on rafraîchit, bon, j'ai été déconnecté, mais si je me reconnecte, demo@demo.com, le mot de passe password, et là, automatiquement, j'ai bien mon application. Et alors, vous allez me dire, mais ok, mais c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça change des autres méthodes qu'on a habituellement pour déployer nos applications? Imaginez que maintenant, cette image qui pour le moment se trouve uniquement sur votre poste, cette fameuse image démo Chronify l'atteste, vous pouvez l'envoyer sur votre dépôt Docker gratuitement sur le hub.docker.com. Donc là, on ne va pas le faire en direct parce qu'il faut des identifiants sur Docker, parce qu'il y a quelques commandes à faire, mais j'ai bien envoyé l'image du Chronify, c'est la même image que l'on vient de fabriquer ensemble. Et donc, vous voyez, il vous suffit maintenant, même si vous ne l'avez pas en local, vous pouvez maintenant, n'importe qui sur la planète, puisque j'ai rendu ce projet public, peut utiliser cette image Chronify pour découvrir le mode de fonctionnement de Chronify. Il suffit en fait de prendre ce fichier Docker Compose, de le mettre sur son poste et de l'exécuter pour tester l'application. Mais vous pourriez très bien, par exemple, si vous avez un hébergeur comme idora.com qui permet d'exécuter des conteneurs Docker, lui dire, tiens, exécute-moi cette application-là, s'il te plaît. Vous lui mettez une petite base de données à côté, vous setez la variable d'environnement, et en fait, c'est bon, ça y est. Votre application est déjà déployée, vous n'avez plus rien d'autre à faire, pas de composer install, pas de npm, etc., etc. Et si votre image fonctionne, elle sera de partout, la même, tout le temps. Vous n'avez plus aucune surprise. Donc ça, c'est vraiment assez incroyable. Donc voilà, vous avez vu comment fabriquer une image Docker d'une application Symfony. Alors on n'a pas vu tous les détails parce qu'il pourrait y avoir encore plein d'autres détails à prendre en considération. Parce que par exemple, si vous avez du stockage de fichiers, si par exemple votre application permet aux utilisateurs d'uploader des fichiers, il faudrait gérer cette particularité. Si vous souhaitez par exemple faire quelque chose de particulier avec vos logs, vous pourriez les externaliser en dehors du conteneur. Si vous souhaitez par exemple que votre les sessions de vos utilisateurs soient stockées ailleurs, vous pourriez la stocker ailleurs. Et d'ailleurs, on a déjà vu ça précédemment dans la série Overkill. On avait géré les sessions des utilisateurs en dehors de l'application. Et bien, grâce à ça, vous avez une image qui contient la dernière version de votre code. Vous souhaitez mettre à jour votre application. Vous allez à l'endroit où vous hébergez votre application. Ça peut être un hébergeur qui fait fonctionner du Docker, Gelastic, Kubernetes, ce que vous voulez. Vous lui dites, tiens, va chercher la nouvelle version et c'est bon, c'est parti, votre application est à jour. Donc moi je trouve ça vraiment assez génial comme technique. Ça permet facilement de mettre à disposition les images. Alors bien sûr, la fabrication de l'image peut être automatisée. Là, le fait de l'envoyer sur le hub Docker est manuel, mais vous pouvez l'automatiser par exemple avec GitLab qui a son propre hébergeur d'images Docker. Vous pouvez aussi l'automatiser complètement dès que vous avez une nouvelle version du code. Ça fabrique une nouvelle image Docker qui contient la nouvelle version de votre code et ainsi de suite. Et je pense, en tout cas j'espère, que ça vous a permis de mieux comprendre comment fabriquer une image Docker avec votre code à l'intérieur. Donc si ça vous a plu, j'ai quelques petites demandes à vous faire. C'est de venir sur ce dépôt, donc github.com/yohanbernabeu_chronify et de venir mettre une petite étoile au projet. Ça fait plaisir. Je vais rajouter des fonctionnalités dans les jours à venir pour créer des comptes, pour créer des notifications. Bref, je m'amuse avec cette application. Vous avez tout ce qu'il faut pour l'installer. Vous pouvez même, du coup, forcément, je vous ai mis dans la documentation ici, comment tester facilement Chronify. Vous avez le fameux Docker Compose qu'on a construit ensemble et qui utilise l'image Docker qu'on a construit ensemble. Si ce n'est pas de l'inception, ça les amis. Et puis bien sûr, si la vidéo vous a plu, je vous invite aussi à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires. Venez me dire en commentaire ce que ça vous a inspiré cette vidéo, si vous avez appris des choses. Moi, je me suis fait un plaisir de tourner cette vidéo. Alors,
D'habitude, je prévois un peu les plans des vidéos. Là, j'avais pas prévu de plan, hein, juste que j'avais fait l'image pour le projet parce que j'en avais besoin parce que ça m'éclate, hein. Donc je l'ai fait comme ça pour le projet. J'avais pas prévu d'en faire une vidéo. Et puis cet après-midi, je me suis dit, tiens, ça peut faire un bon sujet. Allez, on lance la vidéo, on lance l'enregistrement et c'est parti. Et nous voilà 50 minutes plus tard. J'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que vous avez appris plein de choses. Écoutez, passez un bon week-end. Prenez soin de vous et des autres. Soyez bienveillants, c'est important, la bienveillance. Soyez quelqu'un de bien. Voilà, avec les gens autour de vous, c'est important. Prenez soin de tous les gens que vous aimez et qui comptent pour vous. Laissez les choses qui sont mauvaises loin de vous. Si vous y arrivez, eh bien, faites comme ça de la place et essayez de profiter des choses qui sont, eh bien, qui vous font du bien. Voilà, c'était le petit conseil philosophique. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut!